Bonjour, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Virage à l'Ouest, le podcast qui explore les trajectoires de vie et les tournants professionnels des Rochelais et des Charentais-Maritimes. Je suis Paul Petitjean et j'accompagne chaque jour ici, à La Rochelle, les reconversions, les questionnements, les virages à prendre. Cette semaine, je vous invite dans un monde parallèle, un monde dans lequel règne une super-héroïne. Son nom, Dr Pepper. Alors oui, ça ressemble aussi à un nom de soda, mais je vous assure qu'on est plutôt sur un profil de super-héroïne. Son super pouvoir, vous libérer de toutes les corvées administratives. Devis, factures, relances, réclamations, archivage, rédaction de courrier et de comptes rendus. Imaginez un univers dans lequel on serait définitivement débarrassé de toutes ces tâches. Et bien dans ce monde parallèle, c'est elle qui s'en charge, pour que vous retrouviez votre super pouvoir à vous, développer votre activité. Alors aujourd'hui, tel Lois Lane cherchant à trouver qui se cache derrière Superman, nous allons tenter de percer le mystère Dr Pepper et comprendre qui se cache derrière ce pseudonyme. Et mesdames et messieurs, j'ai une première révélation à vous faire. Elle est en face de moi, à visage découvert, et elle se prénomme Katia. Bonjour Katia. Bonjour Paul. Comment vas-tu ? Très bien, merci, et toi ? Ça va. Super héroïne, ça te va ? Ça me va bien. Ouais. Bon, t'es prête à répondre à mes questions ? Allez, je suis partie. Ouais, sur ton petit parcours. Alors, donc comme je disais, alors je l'ai pas dit de manière explicite, mais donc tu es comment on pourrait dire ça, une assistante délocalisée, c'est ça ? Assistante indépendante, ouais, souvent. Okay. Ça se dit comme ça, ou secrétaire indépendante. Ok. Donc tu permets aux entreprises de gérer leur administratif. Exactement. En fait, le but, c'est que, comme tu l'as dit, les entreprises soient complètement débarrassées de toutes les tâches administratives. Ouais. Donc, moi, je m'adapte complètement à leur mode de fonctionnement. Et puis, je les libère de tous les papiers qui les embêtent. Ça peut être des papiers commerciaux, les devis, les factures, toute la pré-comptabilité. Okay. Je fais l'interface avec l'expert comptable. Ok. Voilà. Que pour les professionnels ou est-ce que tu fais du particulier aussi ? Je fais du particulier à la marge, Okay. un tout petit peu, mais mon activité principale est pour les professionnels. Ok, ça marche. Bon écoute, ce que je te propose, c'est que tu commences à nous expliquer un petit peu ton parcours, comment t'en es arrivé jusque-là, où est-ce que t'as commencé par exemple ? Alors, ça a commencé il y a très longtemps, au siècle dernier. Là, l'image de la super-héroïne jeune, c'est foutu. Après mon bac, j'ai commencé à faire des études d'informatique et je suis devenue informaticienne pour une compagnie d'assurance pas très loin de La Rochelle. Et autant les études m'avaient super branché, j'ai un petit côté geek qui s'est révélé pendant ses études et ses premières années de boulot. Mais informaticienne, le problème c'est que tu parles pas à beaucoup de gens et moi j'adore parler, j'adore le contact avec les gens et du coup j'ai arrêté ce boulot-là. Alors l'informatique, c'était depuis que t'es toute petite, tu voulais faire ça ou est-ce que c'était parce que l'occasion se présentait ? Tu sais, c'était en 1995, le lancement de Windows 95, c'était un gros virage dans le monde de l'informatique. C'est plus du tout le même informatique que ce qu'on a aujourd'hui. Ah non, pas du tout, mais c'était vraiment le début de nouvelles choses et ça m'a vraiment branché en fait de découvrir tout ça. Mais c'était pas une passion même si j'ai toujours adoré les jeux vidéo, c'était pas une passion de petite fille, non. C'était quoi est-ce que tu te rappelles de ce que tu rêvais de faire quand t'étais petite ? Ah oui, je voulais être coiffeuse. Okay. Je crois que vu mes talents manuels, c'est très très bien que je sois passée sur autre chose en fait. Ok. Et alors, donc t'as commencé dans l'informatique. C'est ça. Et en me disant, je m'épanouis pas là-dedans. Je veux du contact avec les gens. Je me cherchais un peu et j'ai eu l'occasion. J'étais déjà bilingue français-espagnol par mon histoire familiale et j'ai eu l'occasion par contact de partir aux États-Unis pour faire de la traduction trilingue français, anglais, espagnol pour une grande entreprise. Donc finalement, la partie informatique, ça a été très court, quoi. Ça a été assez court, ouais. Ça a duré... Tu t'es vite rendu compte que ça a c'était duré, pas... un petit peu moins de 2 ans et je me suis dit, j'aime coder, mais je veux être au contact des gens, mais tu vois, à l'époque, je me cherchais vraiment, je savais pas trop quoi faire. Tu vas voir, ça revient un petit peu dans mon parcours, okay. Il y a eu plusieurs phases comme ça. Et puis là, je me suis dit, l'entreprise, elle cherche quelqu'un. Alors, c'était pas très fun. C'était pour traduire tous les rapports d'accidents du travail qui arrivaient de leur succursale en France et en Espagne, parce que c'était un service hygiène et sécurité
Ils comprenaient pas. Ils voyaient qu'il y avait des accidents sur les usines françaises et espagnoles, mais ils avaient pas les compétences pour traduire tout ça. Donc, je suis partie faire une mission de 4 mois aux États-Unis pour traduire ça. Même parce que à force de recevoir des accidents du travail ou quoi, il y a toujours des mots qui reviennent, non, un petit peu. Ils arrivaient pas à identifier les mots qui revenaient. Si, mais en fait, ils voulaient vraiment lancer un gros projet de prévention des accidents. Okay. Et ils avaient aussi besoin de quelqu'un qui connaissait les pays pour comprendre aussi il y avait tout un aspect interculturel aussi. Tu vas comprendre les Américains qui sont quand même assez respectueux des consignes de sécurité avaient beaucoup de mal à comprendre pourquoi les ouvriers européens avaient pas envie de mettre leur casque, par exemple, sur les chantiers, si tu veux. Et puis, comme je te disais, c'était les années 90, c'était aussi une autre mentalité, et voilà. Oui, il y avait moins de sécurité à l'époque. C'est ça. Donc 6 mois aux États-Unis. 4 mois. 4 mois, ouais, ça c'est ça. Dans le Wisconsin, au nord de Chicago, dans une petite ville qui s'appelle Colère. Et au retour, fallait bien que je trouve quelque chose à faire, et je me suis dit que j'avais toujours envie d'enseigner. Donc que ma langue de cœur c'était l'anglais. Donc j'ai repris des études et j'ai passé une licence et une maîtrise de langue et littérature anglaise. Pourquoi ta langue de cœur c'est l'anglais ? Il y a des origines, il y a des trucs comme ça ? Aucune, c'est incompréhensible parce que moi je suis franco-espagnole. Mais l'anglais c'est la langue. Quand je pense dans ma tête, je pense en anglais. Je sais pas. Pourtant, je l'ai apprise au collège, hein. Mais c'est naturel. C'est ça, c'est ça. Ok, donc reprise des études et là tu trouves ta voie. Enfin, t'as l'impression de trouver ta voie. Tu te sens mieux. J'ai envie. Je sens que j'ai envie de faire de l'enseignement. Je sens que l'anglais c'est mon truc, mais je fais plusieurs stages collège, lycée, primaire. Et là, je me dis, enseignement supérieur, pourquoi pas, collège, lycée, je suis pas armée pour ça. Donc, je me cherche un peu. Mon mari a l'opportunité de repartir aux États-Unis, donc je le suis. On passe un an là-bas. Et au retour, on s'installe sur Paris, parce qu'on est de La Rochelle tous les deux. Mais on cherchait un endroit où trouver facilement du boulot tous les deux, donc Paris c'était un peu l'endroit logique. J'ai eu une opportunité pour bosser dans une librairie américaine à Paris. Okay. Donc j'ai bossé dans plusieurs librairies anglophones à Paris. Et la dernière m'a permis d'allier mon désir d'enseigner et puis mes connaissances en anglais, parce que j'étais manager d'une librairie pédagogique, c'est-à-dire une librairie qui vendait uniquement des manuels pour les profs. Mais toi-même, tu enseignais pas ou si J'avais enseigné ponctuellement pendant notre année aux États-Unis, mais et puis j'avais une formation, la licence que j'avais faite était à vocation pour passer le CAPES, etc. Mais moi-même, j'enseignais pas à l'époque. Par contre, j'avais eu une formation et j'accompagnais les profs à préparer leur plan de cours à partir des manuels qu'on vendait. Ok, Paris, ça dure combien de temps ? Ça a duré 10 ans entre le boulot dans les librairies et j'ai un de mes clients qui m'a contacté et qui m'a proposé un poste de directrice des études en contractuel à l'université de Marne-la-Vallée. Et donc, je suis passée du monde de la librairie anglophone à directrice des études pour une école d'ingénieurs à Marne-la-Vallée. Parce que leur besoin, c'était quelqu'un qui connaissait l'informatique. C'était une école d'ingénieurs en alternance, mais avec une grosse dominante informatique. Ils avaient besoin de quelqu'un qui s'y connaisse en informatique, qui développe leur partie anglophone. Donc... Alors, directrice des études, parce que je sais que tu as eu plusieurs postes avec ce titre-là, ça consiste en quoi ? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus ? Une directrice des études, tu vois, tout à l'heure, tu parlais un peu du super-héros de l'administratif. C'est un peu ça, mais au niveau des établissements d'enseignement supérieur. C'est-à-dire que c'est la personne qui s'occupe de tout organiser. C'est la directrice des études, elle va écrire les plans de cours, elle va recruter les profs qui vont bien pour... dispenser les cours prévus. Elle va aider au recrutement des étudiants. Et surtout, le gros boulot d'une directrice des études, c'est suivre les étudiants tout au long de leur scolarité. Donc, ça va être, il y a le suivi administratif très classique. Les notes, les bulletins, vérifier que tout est en ordre, programmer les conseils de classe, les animer. Mais tu as aussi le suivi personnalisé des étudiants. Et ça, c'est ce que j'ai préféré dans cette carrière-là. Plus les étudiants que les profs, alors ? Non, les profs, c'était j'ai adoré être avec les profs aussi, mais les profs, c'était des collègues. Tandis que les étudiants, t'as ce côté,
ils sont là et ils jouent leur vie, ils jouent, enfin... Il y a un petit côté maternel, non, derrière tout ça, avec les étudiants ou... Ah, terrible. Ouais. Terrible. Ouais. Ouais, il y a certains jours où j'ai eu du mal à pas ramener les soucis des étudiants à la maison. Ouais, ça doit être compliqué. Tu restes combien de temps là-bas, à Marne-la-Vallée? Alors, Marne-la-Vallée, 2 ans. Et mais j'étais contractuelle, donc de l'université, donc c'était un poste précaire. J'ai adoré ces années-là, mais bon, c'était pas, tu sais, les contractuels, tous les ans, c'est renouvelé, donc tu te demandes toujours si ton contrat va être renouvelé ou pas. À l'époque, j'avais besoin de beaucoup plus de stabilité et surtout, après 10 ans en région parisienne, on avait envie de fonder une famille avec mon mari et on s'est dit, on va revenir au bord de la mer. Retour au bercail. Ouais, et un jour, j'ai trouvé une annonce pour un poste de directrice des études, mais à La Rochelle. Chez Excelia, hein, du coup, c'est ça? Oui, c'est ça. À l'époque, ça s'appelait Groupe Subdeco La Rochelle, mais oui, c'est ça, chez Excelia. Oui, ça a changé récemment. C'est pas très vieux, ça. Ouais, ça doit faire... Ah, peut-être... T'as connu Excelia, toi ou... Ah, moi, j'ai tout connu. J'ai connu Groupe Subdeco La Rochelle, j'ai connu Excelia, j'ai tout connu. Ok. Donc, retour à La Rochelle sur le même type de poste. Exactement. Avec les mêmes missions et tout ça. Les mêmes missions. La différence, c'était... la grosse différence, c'était passer du public au privé. Parce que sur Marne-la-Vallée, j'étais en université avec des étudiants qui étaient en parcours ingénieur, donc un peu plus âgés que ce que j'ai fait à La Rochelle, et qui étaient en alternance, donc beaucoup d'autonomie. Quand tu passes sur une école privée, moi j'étais au niveau bachelor, j'ai été directrice pour 2 bachelors d'Excelia. Là, tu trouves d'autres problématiques. Je me souviens que lors de l'entretien d'embauche, on m'a demandé, bon, et les parents, la relation parents, comment ça se passe? Ça m'avait surprise parce que en étant à l'université, tu n'as pas de contact avec les parents. Okay. Et là, c'était encore plus maternant, on va dire. Oui, donc là, ça c'est ton dernier poste avant que tu crées Dr Paper ou il y en a eu d'autres après? Non, c'était mon dernier poste. Okay. Je suis restée à Excelia pendant 12 ans. Ouais. Et j'ai occupé 2 postes à Excelia, toujours directrice des études, mais les 7 premières années comme directrice des études du bachelor business. Les 5 années qui ont suivi, j'étais directrice des études du bachelor international qui correspondait mieux à mon appétence pour les langues, l'interculturel. Donc pour chaque section, il y a une directrice des études ou un directeur des études? Alors je crois que ça a changé depuis, mais à l'époque, oui, c'était ça. Très bien, donc tu restes combien de temps au final là-bas? 12 ans. 12 ans, ah oui, 12 ans chez Excelia. C'est ça. Et au bout d'un moment, volonté de faire autre chose et de te lancer, c'est ouais, ça? L'école a beaucoup changé. On est passé, tu vois, Groupe Subdeco La Rochelle, et quand c'est devenu Excelia, qu'ils ont eu des campus un peu partout en France, ça a beaucoup changé. Moi, sur les dernières années, j'étais à cheval sur le campus de La Rochelle, Paris, ce qui n'était pas forcément pratique pour la vie familiale non plus. Et puis, de plus en plus de difficultés à pas ramener les soucis des étudiants à la maison et envie d'autonomie. Envie de démarrer, j'adorais être directrice des études, mais envie d'avoir un nouveau challenge, d'avoir une nouvelle vie, donc... Ok. Alors, comment s'est passé ce processus? Alors, je sais pas si on peut parler, est-ce que c'est vraiment une reconversion ou pas, selon toi, ce que tu fais aujourd'hui par rapport à ce que tu faisais avant? Oui et non. T'as le fil conducteur de l'administratif, parce qu'une directrice des études, ça accompagne beaucoup les étudiants, mais ça fait beaucoup d'administratifs, donc t'as ce fil conducteur-là. Reconversion, oui, parce que quand t'es dans l'entrepreneuriat, tu t'as des préoccupations, des challenges qui sont complètement différents. Et puis, un autre fil conducteur, c'est la volonté d'aider les autres. Qu'il y avait avant et que tu as toujours aujourd'hui. Quoi. Ah ouais. C'est ce qui a motivé la création de Dr Paper. Il y a eu aussi un épisode un peu perso, qui est... mon papa est tombé très très gravement malade. Il nous l'a caché et on s'est aperçu très tardivement que il était plus en capacité de faire les papiers. C'est lui qui s'en occupait pour son foyer et c'est au dernier moment avec une déclaration d'impôt pas faite que j'ai dû prendre le relais.
Et je me suis rendu compte que des personnes avaient beaucoup de difficultés à appréhender les tâches administratives et que pour moi, ça me venait vraiment facilement. Donc, je me suis dit que ce don-là, ouais, on peut dire que c'est un don, cette facilité, je voulais vraiment l'exploiter pour aider les autres. Donc, le premier projet, c'était aider les particuliers et puis finalement, ça s'est converti vers les entreprises, mais... Donc le côté administratif, papier, en fait, c'est quelque chose que tu faisais toi facilement, mais tu te rendais pas compte que les autres avaient du mal là-dedans, quoi. Ouais, fait. Complètement. Ouais. Complètement. Mon mari a tendance à se moquer de moi parce que, tu vois, là, en cette période de rentrée scolaire, les gamins, ils arrivent avec tous les papiers à remplir. Moi, je fais chic les papiers, quoi. Il me dit, non, t'es pas normal. Mais je pensais juste qu'ils se moquaient de moi. Mais en fait, maintenant que je suis Dr Paper, je me rends compte que c'est pas normal. Il y a pas beaucoup de personnes comme toi. Hein, ouais, voilà, c'est ça. C'est plutôt l'angoisse pour tout le monde, mais tant mieux qu'il y ait des gens comme toi. Ouais, c'est ça. Alors, juste moi, ce qui m'intéresse, c'est le passage entre, donc du coup, Excelia à te mettre à ton compte. Quel a été le process? Comment est-ce que Alors, j'ai bien compris que tu avais compris donc tout ça en remplissant la feuille d'impôt de ton père. Mais comment, du coup, est-ce que tu as fait le cheminement que tu as eu pour te dire... je vais me mettre dans l'administratif et je vais me mettre à mon compte. Est-ce que tu t'es fait accompagner? Comment s'est fait tout le cheminement? Alors, si tu veux, je me retrouvais plus dans mon poste de salarié. Donc, le cheminement pour décider de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vite arrivé comme une évidence. Okay. Qu'est-ce qui te déplaisait dans le statut de salarié? J'ai besoin de beaucoup d'autonomie et indépendance. Et avec l'expansion d'Excelia, tu rajoutes beaucoup de strates, pas administratives, mais hiérarchiques, ouais. Qui font que quand t'as connu une boîte 12 ans avant, que tu pouvais être assez autonome dans tes décisions, dans tes accompagnements, et que t'as beaucoup moins d'autonomie, je me suis dit non, ça me va plus. Et puis dans mon parcours, comme tu peux le voir, j'ai fait un certain nombre d'entreprises. Je me suis fait accompagner par une psychologue du travail qui a été super. En très peu de sessions, ça m'est apparu comme une évidence que j'avais un profil d'entrepreneur alors que je pensais pas du tout en fait initialement. Ah, intéressant ça. C'était quoi les freins? Qu'est-ce qui te faisait dire que t'étais pas faite pour ça? Alors j'avais peur de pas m'en sortir financièrement. Je pense qu'il y a un petit souci, un petit souci de confiance en soi, la peur de pas avoir un salaire fixe qui rentre tous les mois, ça c'était mon plus gros frein. En travaillant sur moi, je me suis rendu compte que bien que ce soit un frein, je me rendais malheureuse en fait en restant salariée. Que j'avais plein de choses, de la frustration de pas pouvoir développer ce que je voulais développer moi. Ouais. Donc le fait d'être malheureuse en tant que salariée a pris le pas sur cette peur financière, quoi. Exactement. Je me suis dit pour m'épanouir et me retrouver, parce que à un moment je m'étais vraiment perdue. Pour me retrouver, fallait que je fasse un grand changement. Je me suis dit, alors bon, j'ai de la chance d'être très soutenue par ma famille, mais je me suis dit, allez, on saute le pas, on y va, et puis on fait le grand saut. Ok, les premiers pas, comment ça se passe? Enfin, comment tu fais pour développer un petit peu ton activité, pour te faire connaître? Alors déjà pour créer, pour dire, parce que finalement. L'administratif, il y a tellement de choses. Est-ce que au départ, t'as quand même ciblé un petit peu? Tu t'es dit, moi, je vais faire telle partie. Ouais. Alors, pour créer, tu sais, la vie, je pense qu'elle te donne des super rencontres. Et j'étais dans ce processus-là de réflexion sur ma création d'entreprise. Comme je te le disais, avec mon expérience familiale, j'étais plutôt en réflexion sur les particuliers. Et puis, on est invité au mariage de la marraine de ma fille. On boit des coups avec la famille et je me retrouve assise à côté de sa sœur, qui elle est restauratrice d'œuvres d'art. Je parle de mon projet et elle me dit mais banco quoi, si tu te lances, moi je bosse avec toi parce que mon boulot c'est de restaurer des œuvres d'art et c'est pas du tout de faire des papiers, des rapports et ça me prend un temps fou.
un temps pendant lequel je fais pas rentrer de sous, quoi. Et on en a parlé. C'est parti d'une blague et puis finalement on en a parlé très sérieusement. On s'est appelé plusieurs fois et ça m'a aidé à. C'était ta première cliente. Enfin, tu t'es dit voilà, au moins j'ai quelque chose. C'est ce que je me suis dit, mais surtout c'est une personne super et elle m'a vraiment vraiment aidé à réorienter mon projet dans ma tête et en me disant ok, les particuliers ils ont besoin aussi d'aide administrative, mais les entreprises encore plus. Bah oui. Et surtout les petites entreprises, je suppose que. Oui, c'est ça. Et donc, j'étais sur cette réorientation du projet. Je me suis inscrite à la formation 5 jours pour entreprendre à la CCI. J'ai passé, alors revenir à l'école, enfin c'est pas l'école, c'est une formation, mais revenir en tant qu'étudiante, même pour 5 jours, quand t'as été directrice des études et puis enseignante, parce que je l'ai pas dit, mais avec Célia, j'étais prof d'anglais aussi. C'était pas facile. Ça a été une grosse angoisse. Tu vois, on peut pas. Dans les grosses angoisses de la création d'entreprise, ça, c'en était une. Ouais, de réapprendre et tout ça. Ouais, même pour une. Je me suis dit, si ces 5 jours-là, ça se passe pas bien, j'arriverai jamais à créer. Ça a été génial. Voilà. Ça a été super, c'était un super accompagnement. Je suis toujours accompagnée par la CCI. Les formations adultes, de toute manière, c'est quand même pas la même chose que les formations étudiantes. Ah non, mais rien à voir. Rien à voir. Ouais, c'est fait pour des adultes et là, en l'occurrence, c'est des entrepreneurs, donc c'est ça. Ils savent qu'il faut rendre le truc un peu. C'est ça. Et puis après, je me suis lancée sur d'autres formations et franchement, pour ceux qui écoutent le podcast, ayez pas peur d'y retourner, faut y aller. Ça fait tellement de bien, quoi. En tout cas ton exemple là ton histoire de peur et puis finalement en parlant de ton projet d'avoir quelqu'un qui dit mais moi je serais trop intéressé et tout ça montre quand même que comme quoi parler de son projet, l'expliciter auprès des gens qu'on croise, des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît un petit peu moins même, de raconter tout ça peut être que bénéfique, quoi. Ouais, je crois vraiment que c'est le secret de la réussite d'une entreprise, en fait. Faut parler de ce qu'on fait, faut en être fier, faut pas avoir peur d'en parler. Vraiment, vraiment. Parce que même si ça débouche sur rien avec la personne à qui on parle, c'est ça. Elle peut connaître des gens qui vont connaître des gens. Enfin, voilà, au moins, c'est comme la publicité, hein. Quand vous voyez une publicité dans la rue, ça vous intéresse pas forcément, mais au moins, vous avez la marque qui est inscrite dans votre cerveau, quoi. C'est exactement ça. Et c'est aussi pour ça, tu parles de marque, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de m'appeler Dr Paper, pour faire justement ce personnage-là qui est là, qui aide les gens, qui est sympa, enfin voilà. Ouais, puis il y a le côté médecine. Exactement. Je suis là pour vous soigner, quoi. C'est ça. Ok, alors t'as dit aussi que t'avais une petite peur financièrement. Comment est-ce que t'as eu des manières de te rassurer là-dessus? Donc, alors déjà le premier échange que t'as eu, et comment on évacue un petit peu cette peur-là? J'ai eu la chance d'avoir droit à l'allocation chômage, donc ça m'a permis de me donner une certaine stabilité au début. Et puis, assez sereinement de commencer à créer mon entreprise, rentrer mes premiers chiffres pour après pouvoir vivre de mon activité. Ça m'a vraiment aidé. Donc oui, en faisant un rétro-planning, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. En se donnant des échéances et en se disant, voilà. C'est ça. C'est l'avantage de bien aimer les papiers. Tu fais facilement un prévisionnel, tu rentres facilement tous tes frais et toutes tes rentrées d'argent dans un tableau Excel, et donc tu peux savoir... alors là-dessus, je reste un peu une geek. Tu peux savoir tous les jours où t'en es, si t'es bien, si t'es pas bien. T'as un profil très dans l'organisation? Ah oui, ouais. oui. Ouais, mon mari dit que je suis un peu psychorigide, des fois. Oui, mais ouais. Moi, j'aime que ce soit organisé. Puis c'est le côté, c'est ce qu'il faut pour mes clients aussi, parce que. Oui, vaut mieux dans ce milieu-là. C'est effectivement. Ça. Alors, j'ai une question aussi, parce que j'ai noté en tout début d'épisode que tu disais que t'adorais parler. Ouais. Alors, dans la conscience, je pense, collective un petit peu, s'occuper de l'administratif, c'est un job où on n'a pas besoin de parler beaucoup. Ouais. Est-ce que ça te manque un petit peu? Comment tu... Non, parce que t'as le côté, t'as les matinées où je suis face à l'ordi, où là on retrouve la geek administrative qui fait l'après-compta, les devis, les factures, qui doit être complètement concentrée sur son boulot. Mais la magie de Dr Paper, c'est qu'on accompagne les entreprises, donc
je suis souvent, comme on le disait tout à l'heure, avec des toutes petites entreprises qui, quand on fait le point sur les tâches à accomplir, quand on fait le point sur les difficultés ou même sur les missions à faire pour la semaine qui vient, il y a tout cet échange entre entrepreneurs, et ça c'est super, ça me permet d'avoir du contact aussi. Et du coup, donc tu nous as aussi dit que tu avais un grand attrait pour les langues, tu parles espagnol, anglais, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est toujours présent dans ton métier ou pas ? Ouais, j'offre aussi des possibilités, soit d'accompagnement à des rendez-vous en faisant de la traduction simultanée, soit de la traduction classique de documents dans tous les sens entre ces 3 langues. Voilà, puis j'ai la chance en fait d'avoir un papa qui était espagnol, et donc je suis, donc, comme je le disais, franco-espagnol, et puis ce don pour l'anglais, enfin cette appétence pour l'anglais, avec tous mes séjours aux États-Unis, puis je suis en Angleterre plusieurs fois par an, donc oui, donc ça tenait à cœur de garder un petit peu ce côté langue et traduction, quoi. Ouais. Dans mon dernier poste à Excelia, comme je m'occupais du bachelor international, j'avais une fois on avait compté, je crois qu'on avait 80 nationalités différentes dans le programme. Ouais. Donc ça a été un de mes freins, si tu veux, aussi pour partir, parce que j'avais vraiment très 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 peur de quitter cet environnement international. J'avais peur que ça me manque trop, et finalement alors les missions de traduction sont vraiment pas, c'est pas ce qui fait vivre Dr Paper, mais quand j'en ai une, comme dit une de mes copines, c'est mon activité doudou. Et, ok. Ouais. Et justement, alors les entreprises, elles viennent te voir pourquoi, surtout ? T'as tout, t'as ceux qui ont des difficultés de rédaction. Tu vois, on pense pas forcément à ça quand on pense à Dr Paper, mais tous ceux qui ont des rapports à rendre régulièrement et qui finalement ont besoin d'une relecture, voire d'une nouvelle rédaction de leur rapport. Donc j'interviens là-dessus. Ceux avec qui je travaille régulièrement, je leur dis non, mais tu me donnes tes notes, parce qu'on se connaît assez bien pour que je puisse faire ça. Tu me donnes tes notes, t'écris à ta façon, et puis moi je vais te le réécrire de façon un peu plus formelle. T'as les entreprises qui ont la phobie administrative classique, c'est-à-dire qui voient les factures s'accumuler sur le bureau, et qu'ont leur expert comptable qui les appelle en disant j'ai besoin de faire ta déclaration de TVA. Ouais. Voilà, donc là je prends les factures, qu'elles soient en bon vieux format papier ou sur l'ordi, et puis je réorganise ça, et puis je fais l'interface avec l'expert comptable. La pré-comptabilité, c'est quand même le gros des missions. Et puis une autre grosse mission, c'est la relation commerciale, en fait. J'ai un de mes clients qui me demande entièrement de gérer sa boîte mail avec ses clients, donc pour eux c'est transparent, ils pensent que je travaille... tu gères des boîtes mail entières pour des clients, ok. Ouais. Et puis d'autres qui me transfèrent les mails des clients, et là je fais juste la partie commerciale pure, c'est-à-dire les devis, les factures, les relances d'impayés. Donc plein de choses différentes, quoi. Enfin, c'est assez complet, ouais. Ouais, c'est ça qui est super. J'ai jamais une journée qui se ressemble, et ça c'est super. Ouais. Est-ce que par exemple ça t'est déjà arrivé, ou alors tu te laisses aussi cette porte-là il y a un client qui vient te voir et qui a une demande qui fait pas partie de ton catalogue entre guillemets, et tu l'étudies quand même, et tu t'adaptes aussi aux besoins qu'ont les clients, quoi. Ouais, complètement. Ça m'arrive plus souvent d'ailleurs avec les particuliers qui me trouvent via mon site internet et qui m'appellent avec des demandes que j'aurais pas soupçonnées. Par exemple, des accompagnements à la création d'entreprise. Quand j'ai créé Dr Paper, je pensais pas accompagner d'autres entrepreneurs. Mais c'est vrai que quand tu crées ton entreprise, pour moi, j'ai pas eu de soucis là-dessus, mais c'est vrai que l'immatriculation, ça peut être un gros truc. Donc de l'accompagnement là-dessus, de l'accompagnement de particuliers ça c'est très Rochelet. Vu que ton podcast il est sur La Rochelle, voilà, les particuliers qui découvrent qu'ils font du logement de meublé et qu'il faut s'immatriculer aussi. Je fais beaucoup plus d'accompagnement là-dessus que j'aurais soupçonné quand j'ai créé Dr Paper. Donc ouais. Ok. Ouais, des choses un petit peu inattendues qui arrivent petit à petit, quoi. C'est ça, mais j'adore en fait. Et puis je reste par contre, de toute façon je sais pas mentir,
Donc, quand je sais pas faire, quand je sais pas faire et que je sais que ça va pas être satisfaisant pour le client, je le dis aussi. Il y a une question aussi importante qui m'est venue là pendant que je t'écoutais parler, parce que on vit dans un monde où l'intelligence artificielle se développe de plus en plus. Tu parlais tout à l'heure de rédaction, là, c'est pour ça que j'ai eu un petit tilt. Est-ce que c'est un truc qui te fait peur? Est-ce que tu t'adaptes par rapport à tout ça? Parce que t'es quand même dans un métier administratif où finalement on peut aussi de plus en plus passer par l'IA là-dessus. Ouais. On vous encourage pas à le faire, bien évidemment. Mais voilà, comment tu t'adaptes toi par rapport à tout ça? Alors, tu m'aurais posé la question avant que je crée Dr Paper, quand j'étais encore avec Célia. Franchement, honnêtement, ChatGPT, c'était mon plus grand ennemi. C'était le début. Clairement, en étant prof d'anglais, je recevais des copies d'étudiants que je connaissais en cours et quand j'avais la copie, je savais pertinemment que c'était pas eux qui l'avaient écrite. Okay. À l'époque, on n'avait pas forcément les outils pour prouver que ça avait été écrit par une intelligence artificielle. Oui. Donc, ChatGPT, ça m'a valu sur ces années-là quelques nuits blanches. En me disant mais comment on va continuer là-dessus. Donc quand t'étais côté Excelia, côté Excelia. Et puis quand j'ai créé Dr Paper, c'était forcément aussi une inquiétude en disant mais voilà, on sait qu'il y a des métiers qui vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Est-ce que je suis en train de créer une entreprise qui est vouée à disparaître dans 10 ans parce que l'intelligence artificielle pourra tout faire? C'est forcément une inquiétude que j'ai eue en créant Dr Paper, que j'ai plus trop, parce qu'il y a tout ce contact avec les entreprises, cet accompagnement des entrepreneurs, ce soutien. Tu vois, je dis que je fais du soutien administratif parce que c'est ça, c'est vraiment être à côté des entrepreneurs pour toutes leurs tâches administratives. Ça, un ordinateur, ça peut pas écouter les soucis des entrepreneurs, ça peut pas adapter la façon de faire aussi facilement. Ouais. Et maintenant, ChatGPT, il m'arrive de l'utiliser parce que c'est un super outil quand tu as besoin de brasser des grandes données. Ça peut être un outil quand tu as besoin de vérifier que tes tarifs sont alignés, par exemple. Parce que comme il a une capacité de calcul de folie, il va aller beaucoup plus facilement que toi analyser pour une tâche de traduction technique quel est le tarif qui est pratiqué. C'est un chouette outil. Moi, je continue à penser que le grand danger, c'est de penser que ça va remplacer complètement certaines tâches parce qu'il faut garder ce côté humain qu'il n'arrive pas forcément à avoir. Je le challenge régulièrement et sur certaines choses, tu peux pas avoir... Et puis, en fait, un entrepreneur, une TPE, un entrepreneur solo, quoi, qui vient vers toi pour te faire ses papiers, je suppose que s'il vient vers toi, c'est parce qu'il te donne tout, et puis il a plus rien à s'occuper, alors que s'il va dans l'intelligence artificielle, il doit quand même prendre du temps pour y aller, etc. Ça. Quoi. Oui, c'est ça. Quand je te parlais d'accompagnement de l'entrepreneur, c'est exactement ça. Le but, alors c'est pas ce que je vais te décrire là parce que beaucoup de choses sont dématérialisées, mais le but de Dr Paper, c'est j'arrive avec un carton, je récupère tous les papiers, l'entrepreneur me dit ce dont il a besoin et puis il s'en occupe plus, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, tu gères tout de A à Z. Exactement. Est-ce que, alors puisqu'on est dans les difficultés, est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés que tu as rencontrées sur ton parcours, ton lancement? Se faire connaître. Ouais. Le plus dur, c'est de se faire connaître. Se mettre un bon coup de pied au cul pour aller dans les réseaux, parler de soi, parler de ce qu'on fait, aller T'es vers les autres. T'es pas un profil extraverti à la base, si? J'ai l'impression, non? Un peu, mais mais c'est tellement plus difficile de parler de soi et de son activité. Ouais. Je vais facilement vers les autres, mais pour qu'ils me parlent d'eux. Ouais. Et quand il faut parler de moi, c'est plus compliqué, en fait. Ok, et alors comment on s'y prend pour alors tu disais coup de pied aux fesses, mais est-ce qu'il y a comment tu t'y es pris toi pour vaincre un petit peu ce côté j'ai peur de me vendre? J'ai testé plein de clubs d'entreprise et j'en ai trouvé 2 dans lesquels je me sens vraiment bien.
Et puis, comme tu disais, à partir de là, c'est pas forcément les entrepreneurs que tu rencontres dans les clubs d'entreprise là qui vont travailler avec toi, mais qui vont parler de toi, et toi tu parles d'eux aussi. Enfin, c'est très vertueux. Puis ça permet de sortir un peu de la solitude de l'entrepreneur, parce que t'as forcément pas le même relationnel avec tes clients qu'avec d'autres entrepreneurs avec lesquels t'as pas forcément d'enjeu. Et puis aller à des événements, un maximum. Pareil, événements entrepreneurs, sans forcément faire partie d'un club, mais et ça, aller à des événements, parce que tu disais se mettre un coup de pied aux fesses, c'est naturel chez toi? alors ou toute seule, non, en fait. Aller à un événement quand t'es avec ton conjoint ou des copains, oui, j'adore. Je fais ça aussi souvent que possible. Te dire, je vais à un événement d'entreprise ou potentiellement je vais parler de mon entreprise, les premiers durent. Et puis, en fait, j'ai la chance d'être de La Rochelle depuis longtemps, donc je connais pas mal de monde. Et en discutant autour de moi, j'ai trouvé d'autres entrepreneuses. Alors, il se trouve que c'est des filles qui ont tout autant de mal que moi à faire ça. Et effectivement, je crois que je suis la plus extravertie du groupe. Et donc, j'ai fait un petit groupe, on est 5-6 copines, à dire, allez, on se fait cet événement-là. Et puis quand t'arrives et que t'es déjà... on est souvent 2 ou 3, et puis t'arrives et puis tu dis, allez, ce soir on va pitcher... et puis on va pitcher ensemble. C'est ça peut être un bon conseil de quand on est quand on a du mal à se vendre, de créer un petit groupe et de y aller en groupe plutôt que d'y aller tout seul. Ouais, effectivement. C'est ça. Ouais. Le plus gros conseil, c'est d'aller dans des endroits où tu te sens à l'aise, parce que il y a des clubs d'entreprise, tu sais, c'est des histoires de dynamique, et puis il y a des gens avec qui tu te sens bien, des gens avec qui tu te sens moins bien. Donc aller dans les endroits dans lesquels tu te sens à l'aise, et puis voilà, dès que tu sens que ça matche bien avec quelqu'un, dire allez hop, la prochaine on la fait ensemble, et puis voilà. Parce que c'est vrai que moi, de mon expérience personnelle, aller tout seul dans des événements comme ça, c'est compliqué au départ. Ah, c'est l'enfer. Alors, quand j'avais 20-25 ans, j'allais dans des soirées étudiantes tout seul, je connaissais personne au début de l'année, ça allait, ça se passait bien. Mais là, plus l'âge avance, plus aller à la rencontre des gens qui sont déjà tous en petits groupes et tout. Mais c'est ça, il y a rien de pire que d'être au milieu d'un cocktail, et puis t'es avec ton verre, et puis tu vois tous les petits groupes formés, et tu te dis si je rentre dans le petit groupe, je vais les déranger, mais bon, faut que je le fasse, je suis là pour ça. En même temps, t'es là pour ça, ouais. Mais alors après, on veut pas faire peur aux gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, hein. Il y a, voilà, et effectivement, ces événements-là sont faits pour ça, donc en fait, tu te rends compte que dès que tu vas parler, juste engager un petit peu la conversation avec quelqu'un, elle est là pour parler aussi, donc voilà. Et puis les craintes qu'on a, les gens autour de toi, même si t'as l'impression qu'ils sont hyper à l'aise, en fait ils ont les mêmes que toi, en fait. Donc, ouais, tout à fait, ouais. Donc faut y aller, faut sauter, et puis aller parler à des gens, et puis ouais. C'est là que plus tu le fais, plus c'est facile, en fait. Tout à fait. Tu parlais aussi tout à l'heure du coup de la solitude de l'entrepreneur. Ouais. Est-ce que ça a été une difficulté aussi pour toi qui a un profil, tu disais au tout début que t'adorais parler? C'est parfois dur. C'est dur quand t'as des décisions à prendre pour ton entreprise. Quand t'investis dans quelque chose, parce que t'as ton cercle familial auquel tu peux en parler, mais tu veux pas non plus. Enfin, ils sont pas là pour ça. Je trouve que c'est pour la gestion d'entreprise où parfois je me sens seule en me disant, est-ce que là, en prenant cette décision-là, c'est une bonne décision pour mon entreprise ou pas? Donc là, pour l'instant, j'ai toujours l'accompagnement CCI, donc je sors un peu de cette solitude-là en demandant conseil à ma conseillère CCI. Mais il y a certains jours, j'ai pas envie d'être sur ma mezzanine devant mon écran. Donc là, on a la chance d'être à La Rochelle, quoi. Donc, et puis j'ai la chance de pouvoir transporter facilement mes outils de travail. Donc, je prends le PC, je vais sur le port, et puis tu travailles de ville. Ah ouais, c'est ça. Ok. Sur une terrasse avec la vue sur les tours. Ouais, c'est pas le luxe d'habiter à La Rochelle. Ouais. Mais t'as des connexions internet et tout sur tu en partage de connexion. Oui, c'est vrai. C'est ça. En fait, c'est les super outils de Dr Paper, quoi. T'as besoin d'un bon ordi, d'un bon forfait téléphonique avec partage de connexion, et puis ça permet
en fait, c'est la base pour pouvoir aller travailler chez le client aussi. Il faut être complètement autonome. Parce que le client, tu vas chez lui parce qu'il a un souci administratif. Donc, faut surtout pas, c'est ma vision, faut surtout pas l'encombrer en plus avec des difficultés techniques que tu peux avoir toi. Donc, ça, c'est vraiment, quand j'ai monté Dr Paper, c'est un truc auquel j'ai vraiment fait attention. Le fait que le client, lui, il vient avec ses problèmes administratifs, mais moi, j'ai tout pour le résoudre. Et surtout, il n'a pas à me fournir une connexion ou un ordi ou quoi que ce soit. C'est plutôt pratique. C'est vrai qu'en termes d'investissement, en fait, au départ, c'est pas une activité qui doit coûter très cher, si? Non, en termes d'investissement, il te faut un bon ordi, une bonne imprimante scanner, un téléphone. Et puis moi, j'ai investi dans un site internet aussi pour gagner en légitimité, en visibilité. Ok, bon, si on fait un petit bilan de tout ça, aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens un petit peu de tout ce parcours? Que créer Dr Paper, c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Ok. Franchement, en termes professionnels, là, tu vois, c'est la rentrée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, fait quand même un temps un peu misérable pour les premiers jours de septembre. Bon, c'est le jeu, mais bon, voilà. Mais là, rentrer en me disant, je vais m'occuper de mes petits clients, ça va être trop bien, je m'éclate en fait. Est-ce que tu te doutais qu'une activité comme ça, tu pourrais t'éclater dedans? Enfin, est-ce que par exemple, si on revient, je sais pas, 20 ans en arrière, si on t'avait dit dans 20 ans, tu créeras une société où tu t'occupes de l'administratif des gens, tu penses que t'aurais cru à ça ou pas? M'occuper de l'administratif, comme j'ai toujours eu ce côté, comme je te disais, chic les papiers, j'aurais dit, ouais, pourquoi pas. Mais créer mon entreprise, je m'en sentais incapable. Okay. Incapable. Et même quand maintenant je me dis, oh punaise, t'as créé ton entreprise, je suis un peu là, genre, j'ai vraiment fait ça? Mais ouais. Est-ce que t'as eu un moment déclic? Ouais, c'était... En fait, j'ai eu 2 gros déclics. J'ai un jour en particulier, quand j'étais salariée, où je me suis dit non, faut faire autre chose. Et un gros déclic, genre ça peut plus durer. Et après, un moment, ça a été plusieurs mois après, le moment déclic, à me dire ouais, mais je vais créer mon entreprise, c'est le seul moment où je vais me retrouver. Et depuis que je suis là-dedans, c'est un peu bête, mais quand j'étais salariée, j'avais vraiment le nez dans le guidon. J'avais cette peur d'être jugée, de pas bien faire, qui me pesait vraiment. J'en étais pas consciente, mais cette peur de, tu vois, un truc qui revient de quand on est élève à l'école, en fait, de pas bien faire, de décevoir le prof. Tu vois, je pense que c'est pas innocent que j'ai été prof aussi. Et quand j'ai décidé, mais je pourrais créer mon entreprise, en fait, je pourrais ne plus avoir de patron et être mon propre patron. J'ai l'impression que je me suis mise à respirer à 200%. Donc ça n'a pas été un déclic dans le sens je me suis levée le matin et je me suis dit c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Ça je l'ai pas eu. Ça a été un cheminement vraiment, je crois. Le déclic il a été après avoir créé ton entreprise en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu t'es rendu compte que ça vibrait quoi. Je me suis dit mais je pourrais le faire et je me suis dit mais je vais le faire en fait. En fait je me suis dit je pourrais le faire. Je me suis sentie renaître. J'ai l'impression depuis que je l'ai fait mais je revis des choses de quand j'étais ado, quoi, si tu veux, je vois la vie en couleur. Et je me suis dit, mais je vais le faire, en fait. Si je pourrais le faire, j'ai senti cette sensation de plénitude et je me suis dit, bon, je vais le faire, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps que t'es Dr Paper? Dr Paper. Sous le pseudonyme Dr Paper? C'est tout jeune, ça fait 1 an. Au 1er octobre, ça fera 1 an. D'accord. Dr Paper, c'est encore un bébé, en fait. Et mais j'ai l'impression que t'as quand même déjà trouvé ton fonctionnement, que t'as déjà de la clientèle et tout ça, quoi. Ça roule. Enfin, ça fonctionne, quoi. Ouais, on peut toujours faire mieux. Ouais. Je serai plus sereine quand j'aurai encore quelques clients en plus. Ton but, c'est d'être Elon Musk, Jeff Bezos, c'est comme ça? Surtout pas. Surtout pas. surtout pas. Non, mon but, c'est de pouvoir en vivre confortablement. Là, je vais pas te cacher que c'est encore qu'à un cas financièrement, mais ouais. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter? Est-ce que t'as, je sais pas, des petits conseils à donner, des trucs comme ça? Que si on pense
ne serait-ce que commencer à y penser, à créer son entreprise, et qu'on sent que c'est le truc à faire, faut suivre son instinct, il faut y aller. Faut pas y aller tête baissée, faut y aller accompagné. Ça, je pense que je vois avec certaines personnes que j'immatricule, moi je suis pas accompagnatrice de création d'entreprise, mais je suggère quand même, faut avoir fait un prévisionnel. Alors ça c'est mon côté organisé, mais il faut avoir fait voilà, une étude de marché. Enfin, faut utiliser tous ces outils-là, surtout pour pas se mettre en difficulté. Mais faut pas juste écouter ses peurs. Si on pense qu'on a une bonne idée, que après étude, ça semble être un projet solide, faut y aller. Ouais. Et alors, pas que dans l'entrepreneuriat. Souvent, parce que bon, mes invités sont beaucoup dans l'entrepreneuriat parce que ça fait partie des cercles dans lesquels je suis sur La Rochelle. Mais pas que dans l'entrepreneuriat, il y a aussi, enfin, on peut avoir une intuition sur un métier, changer de métier. J'adorerais faire ça, mais même en tant que salarié, quoi. Ah, mais complètement. Mais souvent, il faut, alors effectivement, comme tu dis, il faut quand même essayer de cadrer son projet, voilà, de se faire accompagner, par exemple. Mais oui, souvent quand il y a un instinct et quand c'est qu'il y a un petit truc, quoi, et qu'il faut souvent l'écouter. Ah, mais enfin, tu vois, moi j'ai été informaticienne, libraire, directrice des études, voilà. Et maintenant entrepreneur. Je veux dire, j'ai pas du tout un profil typique de j'ai fait ces études-là, j'ai continué là, etc. Comme ça pouvait être le cas, comme ça peut être le cas d'autres personnes. Et à chaque fois, je me suis dit, bah allez, on tente, on y va. Tu vois, quand j'ai repris mes études d'anglais, voilà, j'avais fait une licence de maths et informatique. Je peux t'assurer que quand je présentais mes dossiers aux différentes facs de France, ils me disaient, mais attendez, pourquoi vous voulez faire de l'anglais ? Parce qu'en France, t'es soit littéraire, soit scientifique. Ouais. C'était pas... Et je me disais, non, c'est ce qu'il faut. C'est ce qui est bien pour moi. Et ouais, non, je pense que si on a un désir de reconversion et qu'on sent que c'est sa voie, faut y aller. Ouais, tout à fait. Ne pas se morfondre dans une situation qui n'est pas... surtout pas. Qui n'est pas fait pour nous. Très bien, super. Et très beau message, Katia. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui nous écoutent ? Où est-ce qu'ils peuvent sur internet, drpaper.com. C'est le plus simple. Et puis là, il y a toutes mes coordonnées. Je suis aussi sur LinkedIn et sur Insta. Ok. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, c'était vraiment chouette. Merci, c'est gentil. Plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.